Retour sur le plateau des grandes gueules, RMC Story avec Johnny Blanc, notre fromager, l'avocate Marianne Soubré et la grande gueule de l'after, Daniel Riolo, avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est Alexis Corbière qui passe le grand oral, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Le monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Le petit déjeuner sera gratuit à l'école pour 100 000 enfants dès la rentrée de septembre. Ça coûte 6 millions d'euros à l'État. Pourquoi? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, explication. Dans le cadre de la stratégie pauvreté, on voit très bien que tous les sujets qui environnent l'éducation de l'enfant conditionnent cette éducation. Donc si vous ne dormez pas bien, si vous ne mangez pas bien en particulier, vous avez du mal à apprendre. Donc il faut évidemment regarder ces questions. Non pas pour tout faire à la place des familles, mais pour être avec les familles dans les nécessaires bonnes pratiques qu'il doit y avoir. Donc proposer le petit déjeuner 2 fois par semaine comme ici, c'est d'une certaine façon amorcer des bonnes pratiques pour qu'il y ait de bonnes habitudes qui sont prises et puis qu'il y a des discussions qui s'enclenchent entre l'école et la famille sur ce sujet très, très important. Voilà, donc on cible, vous l'avez bien compris, les quartiers difficiles. On aide les enfants à bien se nourrir le matin pour ensuite bien apprendre. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Johnny Blanc? Oui, je pense que ça peut être une démarche intéressante. Maintenant, la seule question que je me pose, on sait quand même que toutes les écoles primaires sont en charge des mairies. Je voudrais être sûr. C'est l'État qui a payé là. Oui, je voudrais être sûr que les budgets soient vraiment transférés parce que c'est quand même pas la première fois que l'État nous annonce que c'est à la charge de l'État et puis qu'il faut que les collectivités se débrouillent un petit peu à aller chercher le pognon, quoi. Donc oui, moi je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'effectivement, un gamin qui part de chez lui déjà, qui le soir a mangé un bout de pizza surgelé et qui part le matin sans petit-déj, effectivement, la concentration ne doit pas forcément être terrible avant midi, quoi. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, effectivement, il faut vraiment qu'il y ait un financement en face et que ça ressemble à quelque chose, quoi. Daniel? Est-ce qu'on sait exactement à qui sera donné ce c'est dans les zones REP, RED+, quartier prioritaire, voilà. C'est écrit derrière, et certaines zones rurales. A priori, ça ne peut être qu'une bonne idée d'aider des enfants qui sont dans le besoin. Presque. Je suis toujours un petit peu gêné quand on enlève la responsabilité aux gens. Moi, c'est aux parents de nourrir les enfants. Moi, j'ai du mal à comprendre que l'État, tout le temps, doive prendre la place des parents. C'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour est-ce que tu es capable de manger ou de pas manger? J'arrive pas à concevoir que des parents disent je vais pas surveiller mon enfant le matin pour qu'il avale quelque chose avant d'aller à l'école. Je peux dire que dans certaines familles, ils sont pas levés les parents quand les gamins partent. Alors, oui, mais ça, je suis désolé, je ne comprends pas. Je suis désolé. Alors après, chacun son éducation, chacun la façon. Non, mais là, il n'y a pas d'éducation. Mais des parents, c'est fait pour s'occuper des enfants. Mais on est d'accord. Après que l'État se substitue en cas de carence, c'est très bien aussi. Oui, évidemment, je vais pas dire à un enfant non, mange pas, ou tiens, non, toi, je te retire ton petit-déj. Si les parents ont pas été d'accord, mais il y a un réel évidemment que je trouve qu'on a raison de le faire, que si ça peut aider les gens, il faut le faire. Mais d'un autre côté, la responsabilité individuelle des gens, ça c'est quelque chose de fondamental. En France aujourd'hui, il faut tout dire. Il faut dire à un vieux bois parce que quand il fait chaud, parce que sinon tu vas te déshydrater. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut tout dire aux gens. Mange correctement, fais ceci, fais cela. L'État nounou. Oh là là, je le comprends pas, quoi. Ça c'est fou. Après là, s'il y a des parents défaillants, Marianne Soubré, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper avant tout des enfants? Parce que les enfants ne sont pas responsables de leurs parents. Oui, bien entendu, mais moi j'ai bien aimé l'explication qui a été donnée par Jean-Michel Blanquer, c'est amorcer en fait quelque chose, c'est-à-dire ne pas donner tous les jours, parce que là je te rejoins, effectivement il y a des parents et les parents ce sont eux qui nécessairement doivent normalement s'occuper de leurs enfants, mais apprendre des gestes, parce qu'il faut quand même pas oublier que plus on est pauvre dans ce pays, plus on est gros, et les statistiques sont comme ça. L'obésité touche en fait les personnes des milieux les plus défavorisés parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils ne savent pas manger, parce qu'il n'y a pas des gestes justement du quotidien comme le petit déjeuner, parce que quand tu n'as rien dans le ventre et que tu commences à midi parfois par la cantine ou que tu finis le soir effectivement par des pizzas surgelées etc, mais tu n'as aucun geste normal pour ta santé. Donc quand Jean-Michel Blanquer dit ça va surtout permettre de créer en fait une habitude chez l'enfant, parce qu'il n'a pas l'habitude, parce que lui peut-être c'est pas parce qu'on veut pas lui donner à manger, c'est parce qu'on lui dit le petit déjeuner ne sert à rien. Il y a combien d'enfants aussi qui disent le matin j'ai pas faim.
Mais si tu commences à les faire manger, ben, ils vont avoir faim. Donc ça veut dire qu'il faut même apprendre ça. Bah oui. Il faut même dire le matin c'est important de manger. Non mais d'accord. Le midi c'est important de manger. Mais Daniel, je veux dire, les chiffres malheureusement sont têtus. Alors après j'espère parce que là tu as absolument raison dans l'idée que plus on est démuni, plus on est gros parce que c'est la qualité de l'alimentation. Oui. Alors j'espère, alors pour le coup, et je ne sais pas combien ça coûtera, qu'on donnera des petits. Parce que maintenant, il va falloir faire attention à la qualité du petit déjeuner. Quand tu vois le nombre d'enfants qui se plaignent des repas à la cantine et qui ne veulent plus y manger parce qu'ils bouffent de la merde et qu'on réduit sans arrêt les coûts des repas à la cantine. Daniel, parce que de toute façon, on ne peut pas donner. Une baguette, du beurre et de la confiture, ça coûte rien et c'est ça qu'il faut donner le matin aux enfants. Pense-moi des détails. Non, mais avant, il y avait le verre de lait de ton temps. Est-ce qu'il y avait le verre de lait? Toi qui es si. Non, c'est vieux. Non, le verre de lait. Alors. C'est pas très gentil pour Johnny Blanc. Non, mais tu sais. C'est pas pour ça d'ailleurs que Johnny est devenu fromager. Elle fait sa maline. Ça aurait pu faire naître une vocation, le verre de lait. Non, le verre de lait, c'est plus la génération de mes parents. Donc s'ils m'écoutent, ils s'en souviendront. Parce que certains ont été traumatisés par ce verre de lait, qui était souvent un verre de lait chaud. Et c'est Pierre Mendès France. Donc on est en 1954. Donc c'est la génération des enfants du baby-boom en quelque sorte, qui étaient à l'école et avec qui. J'ai pas compris quel était votre problème avec le verre de lait en fait. À un moment, on distribuait des verres de lait aux enfants. Distribuait des verres de lait pour que les enfants soient bien nourris, etc. Ce qui peut être intéressant dans ce petit-déj à l'école, pourquoi c'est pas bien? C'est une question de timing. Les mômes, ils se lèvent. Moi, je vais en province, par exemple, quand tu vas prendre ton bus pour l'école le matin, quand tu vas en 6e, tu as 11 ans, tu te lèves à 6h du mat pour aller prendre ton bus pour aller au collège. À 6h du mat, il y a un paquet de mômes, effectivement, tu peux leur mettre du pain et de la confiture, ils n'en ont pas envie. Par contre, à 9h le matin, à la récré, si tu as une pomme ou un truc à manger, ça te fait plaisir. Donc peut-être qu'effectivement, sur le timing, le fait de le faire à l'école, l'horaire correspond mieux. Alors, les gens on verra en tout cas si ça fonctionne et si ça donne des résultats. Dans le monde de Macron, le retour du couple Fillon. On l'avait un peu perdu de vue, François Fillon, qui pour le coup a quitté la vie politique, fait des affaires, fait du business. Pénélope Fillon, semble-t-il, a du mal à se remettre de cette affaire, de cette tourmente. Rappelons ce qui s'est passé, l'affaire qui éclate, l'affaire Fillon et Pénélope Fillon qui éclate en pleine campagne présidentielle. On accuse finalement François Fillon d'avoir payé sa femme dans un emploi fictif d'assistant parlementaire pendant des années. On accuse le suppléant de François Fillon d'avoir perduré ce système avec Pénélope Fillon, et le procès aura lieu. Il y avait donc une enquête qui avait été ouverte par le parquet, et les juges qui ont ensuite été saisis pensent qu'il y a de quoi faire un procès. Ils sont donc renvoyés en correctionnel, le procès qui devrait se dérouler d'ici la fin de l'année, peut-être début 2020. Une ordonnance de renvoi n'est absolument pas une déclaration de culpabilité. Non, mais on pense quand même qu'il y a suffisamment d'éléments. Effectivement, l'ordonnance de renvoi dit après 2 ans d'investigation, c'est pas si long que ça, malgré ce que Johnny disait tout à l'heure. 2 ans. Bon, après, c'est pas non plus l'affaire la plus compliquée à instruire. Pour ce qu'il y avait à instruire. Excuse-moi, ça me paraît Écoute, on parle de sommes qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. On est sur un total d'1 million d'euros qui aurait été mal affecté, voire détourné, puisqu'il y a des renvois pour soit complicité de détournement, soit détournement, puisqu'il y a aussi l'ancien suppléant de François Fillon qui est renvoyé également. On verra ce que ça donne, mais disons que ce renvoi, s'il ne dit pas que François et Pénélope Fillon sont coupables, il dit quand même qu'il y avait matière à enquête. Oui, je pense surtout qu'il dit que je vois pas comment on peut instruire, et vu le bruit que ça a fait à l'époque pendant 2 ans, puis dire à la fin, non, en fait, il n'y a rien, donc il n'y aura pas de procès. Donc je pense que voilà pourquoi il y a un procès surtout. Mais je pense par contre que si ce procès, je vais dire, ils sortent coupables de ce procès, alors j'espère que ce sera un cas de jurisprudence et que tous les politiques les uns après les autres vont prendre la même chose. Parce que je te rassure, ce qu'a fait François Fillon avec son épouse, ou ce qu'on fait avec leurs enfants, c'est ce qu'on fait auprès de tous les politiques pendant 30 ans. Quoi. Ouais, mais ça veut pas dire que... Non, je dis, mais ça ne justifie pas. Sauf qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il l'aurait fait, attention quand même. Attention à ces accusations générales. S'il y en a un quand même qui n'a pas accusé François Fillon sur ce plateau, ça... Non, mais là, t'es en train de dire qu'ils sont tous pourris. Non, je dis pas tous pourris, je dis sauf seulement que ce truc-là, je vais dire, on l'a vu avec quand même beaucoup de députés. Oui, enfin, venant d'un candidat qui voulait le laver plus blanc, qui reprochait à Sarkozy d'être mis en examen, qui nous expliquait que l'argent on dépensait trop d'argent. Finalement, ça, c'est de l'argent public. Attention, Johnny, tu as l'air de dire, tu dis, ils avaient leur enfant et leur femme comme assistante à l'époque, ça n'était pas interdit, du moment que le travail était réel. Voilà. Le problème n'est pas d'avoir employé Pénélope, le problème c'est qu'on pense qu'elle n'a pas travaillé. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Il y a eu une instruction, on va dire, pour faire simple, une enquête. Je pensais que c'était long, moi, 2 ans, tu vois, Marianne, donc tu nous apportes l'information que c'est pas si long que ça. En tout cas, bon, j'imagine qu'ils sont arrivés au bout. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que, enfin, logiquement, c'est ce qui doit ressortir d'un procès, on va savoir la vérité. Puisque ça a mis en l'air sa campagne. Grosso modo, on peut dire qu'il aurait eu de grandes chances d'être élu. Il était le favori de la présidentielle. Savoir si, au final, on aurait pu avoir un président coupable de choses quand même loin d'être net, ou parce qu'il va plaider la relaxe, ou si au final, la vérité est justement il est relaxé, alors là, ça sera quand même... Est-ce qu'il pourrait revenir en 2022? Alors, Maître Le Borgne... Ce serait terrible. Alors, Maître Le Borgne, que j'avais hier sur BFM TV, dit ceci qui est assez intéressant. Il dit, comme cette mise en examen a eu des conséquences politiques considérables, parfois les juges sont obligés d'aller au bout. Ah oui, parce que t'imagines qui prendra la responsabilité? Quel juge prendra la responsabilité de dire que... Je termine. Quel juge prendra... C'est ce que dit Le Borgne. Hein. Moi, je sais pas, je suis pas juriste. Mais enfin, c'est Maître Le Borgne, il est un grand avocat. Il dit, beaucoup de juges préfèrent suivre le chemin. Quel juge prendra la responsabilité de dire, maintenant, finalement, il n'y a rien à reprocher à Fillon? Ça voudrait dire que cette présidentielle, cette mise en examen, ne reposait sur rien. Non, je peux pas te laisser dire ça. Non, mais c'est Le Borgne. Oui. Ah oui. Alors on vient de crier. Il sera demain dans les grandes gueules. Oui, il sera demain dans les grandes gueules. Merci Paul, on t'a entendu. Mais c'est Thibault le réalisateur. Je pense qu'on a bien compris que Maître Le Borgne, qui est par ailleurs l'avocat de Carlos Ghosn, sera dans les grandes gueules. Aurait-il appuyé sur un mauvais bouton? Je pense. Oui. C'est le bouton vert, pas le bouton rouge. C'est le fil rouge. C'est ça, le fil rouge. Alors, Marianne, t'es pas d'accord avec ce que dit Le Borgne? Non, alors, je pense, il a raison jusqu'au stade du renvoi en correctionnel. C'est que je pense qu'effectivement, ça aurait été extrêmement compliqué que ça fasse pchit au stade de l'instruction. Mais le renvoi en correctionnel est peut-être justifié par le fait qu'il fallait justifier aussi de tout le bruit qu'il y a eu pendant la campagne. Mais après, si vraiment il n'y a rien, moi, alors là, par contre, je suis peut-être d'une grande naïveté, mais je fais suffisamment confiance à l'indépendance des juges, non pas du parquet, parce que le parquet risque de poursuivre sur instruction, mais ça, c'est une chose. Mais les juges qui vont avoir à juger, si effectivement il y a matière à relax, je pense qu'ils la prononceront. Maintenant, parce que sinon, ça voudrait dire que s'ils ne prononcent pas de relax, nécessairement, c'est juste pour justifier le bruit qu'il y a eu autour et que, en fait, Fillon n'était pas coupable. Peut-être, on a le droit de le penser, Marianne. Non, moi, je ne le pense pas. Moi. Si. Je te rappelle le mur des cons, l'indépendance de la justice. Moi, j'ai quelques doutes là-dessus. Bon, entre vous deux, j'ai du mal à me situer. Ouais, moi aussi. Parce que c'est vrai. Sur l'indépendance des juges, les juges, c'est des hommes et des femmes comme les autres, avec leurs opinions, avec parfois leur procès d'intention. Moi, je ne crois pas du tout à la justice infaillible. Ça n'existe pas parce que c'est une justice humaine. Bien sûr, elle est humaine. Et on a vu quand même l'histoire de la justice, aussi l'histoire d'erreurs judiciaires, de gens mal jugés, mal condamnés. C'est le pouvoir, parmi les 3 pouvoirs, qui est quand même le moins contrôlé, qui souffre le moins la contradiction. Il y a une sorte d'immunité du juge qui a... On ne peut pas le remettre en cause. Qu'on ne remet pas en cause et qui a toujours raison. Et on oublie, tu as raison de dire que ce sont des hommes. Et cet épisode du mur des cons, je trouve même qu'à l'époque, on n'en avait pas fait assez là-dessus, tellement c'était... abominable ce qu'on a découvert à ce moment-là. Et autant le politique est contrôlé, par exemple dans le cas de Nathalie Loiseau, même pour un truc qui a 35 ans, on vide toutes les poubelles, les pouvoirs sont contrôlés, celui de la justice parfois. Et pour terminer sur une note positive, Stéphanie Frappard, vous savez qui c'est? Oui. À lui, oui. C'est la première femme désignée arbitre central en Ligue 1 à 35 ans. Elle sera au sifflet pour la rencontre entre Amiens et Strasbourg dimanche. C'est une première qui intervient 5 ans après ses débuts en tant qu'arbitre central en Ligue 2. Elle est d'ailleurs la seule femme à occuper ces fonctions. Il y a une autre femme, elle est arbitre assistante. Donc déjà, alors c'est bien, c'est une petite révolution, mais enfin il faut du temps, hein. Moi je trouve ça génial, bravo à elle et longue vie à toutes les arbitres femmes, que ce soit en foot, je ne sais pas s'il y en a en rugby chez les hommes, j'espère qu'il y en a, j'en sais rien du tout, honnêtement je parle, mais voilà c'est parfait. Daniel. Je sais pas pourquoi c'est génial ou pourquoi ça serait pas génial en fait. Voilà. Elle a fait son chemin. C'est la première. Si on décide, enfin plutôt pas si on décide, si elle mérite d'être là, si elle est compétente, que ce soit une femme, pas une femme, un homme, pas un homme,
Moi, je m'en fous, tant mieux qu'elle y soit, qu'elle prouve ses compétences. Et je comprends même pas qu'il faille plus ou moins se réjouir. Après, le fait que ce soit la première, c'est peut-être parce que pendant très longtemps, voilà, elle ouvre la voie, parce qu'il n'y en a pas eu qui se sont proposés ou qui ont envie de le faire. Tu sais, dans les choses qui sont instituées depuis des années, parfois il y a une forme d'autocensure où la nana arbitre, elle s'est pas dit, tiens, je vais essayer d'aller arbitrer. Il y en avait peut-être pas une avant qui a eu l'ambition de le faire. Elle a eu l'ambition, les portes se sont ouvertes, à elle de prouver sa compétence. Et tant mieux. Mais après, il faudra pas dire, on a été trop sévère parce que non. Il faut la traiter exactement comme un arbitre. On la traitera comme les autres. Si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. C'est vraiment développé depuis des années, et ce qui fait qu'effectivement, il y a des femmes qui vont arriver dans l'arbitrage comme sur les terrains. Allez, dans un instant, deuxième partie des grandes gueules, avec notamment cet appel des maires pour une meilleure prise en charge des migrants, des réfugiés. Est-ce qu'on est d'accord avec cet appel? Ça sera en discussion juste après les infos sur RMC. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.